Bienvenue en 2015. Ah, 2015, l'année du hoverboard, l'année des dents de la mer numéro 19. Vous avez prévu de faire quoi le 21 octobre? Bref, vous l'avez compris, 2015, c'est l'année dans laquelle Marty McFly se transporte dans le futur, dans Retour vers le futur 2. Du coup, l'occasion est belle pour faire un point sur le voyage dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Quid des paradoxes temporels? Comment est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Quels problèmes techniques ça peut causer? Tout ça, tout ça. Alors avant toute chose, il faut être un peu clair sur ce qu'on appelle voyage dans le temps. Parce que là, techniquement, on voyage dans le temps. Chaque seconde, vous êtes une seconde de plus dans le futur. Donc on voyage tous dans le temps. Ouais, mais c'est pas tellement... En plus, on l'avait vu dans l'épisode 15, rappelez-vous, sur la flèche du temps, qu'il est absolument impossible que le temps se déroule autrement que du passé vers l'avenir. Ok, donc ça pue, donc générique. Et bien sûr, ce voyage dans le temps qui consiste d'avancer d'une seconde chaque seconde, c'est pas ça dont on veut parler. Ça, c'est le voyage dans le temps qui est chiant. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, ils le savent. Mais quand même, et juste techniquement pour éluder cette question-là, le fait est qu'on sait déjà voyager dans le futur. On le sait. Par exemple, si vous vous déplacez, la relativité restreinte nous dit que votre horloge tournera moins vite que l'horloge du type à côté qui ne se déplace pas, qui est assis. Donc vous voyagez dans son futur, mais pas beaucoup. Un petit peu de la même manière, plus vous allez prendre de la hauteur, moins la force de gravitation va être forte pour vous, et ce que dit la relativité générale, c'est que du coup, votre horloge se mettra à tourner plus vite que celle de quelqu'un qui est au niveau du sol. Ok, donc là, c'est la personne au niveau du sol qui voyage dans votre futur, mais encore une fois, pas beaucoup. Presque pas, en fait. Presque pas, ça dépend. Si on va suffisamment loin, par exemple si on va en orbite dans l'espace, la différence peut rapidement être notable. C'est la raison pour laquelle, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur la relativité générale, c'est la raison pour laquelle les satellites des GPS sont obligés de se resynchroniser régulièrement. Et les montres que possèdent les astronautes dans la Station Spatiale Internationale sont réglées pour avancer un poil plus lentement que les montres au sol. Donc la montre super high-tech d'astronaute au niveau du sol, ça vaut c'est de la merde, quoi. Enfin, et même si c'est très poétique, le fait de regarder les étoiles ne permet pas de voyager dans le temps. On voit effectivement le passé des étoiles, et on voit le passé des étoiles se dérouler en continu, donc une seconde à la fois, mais pour autant, on ne peut pas voyager dans ce passé-là, on ne peut que l'observer. Donc on voyage pas dans le temps. Donc tout ça, c'est pas du tout du voyage dans le temps, qu'on soit clair. Voilà, exactement, tout ça, c'est pas du voyage dans le temps. Ou alors si c'est du voyage dans le temps, c'est du voyage chiant, c'est pas celui dont on veut parler, c'est pas celui dont vous voulez parler. Le voyage dans le temps dont on parle classiquement, c'est celui qui consiste à se transporter physiquement à une autre époque, que ce soit dans le futur ou que ce soit dans le passé, et de pouvoir interagir avec cette époque. C'est le fait, via une machine quelconque ou pas, de pouvoir me transporter en 1850 et me promener dans les rues de Paris. En 1850, je le sens pas. Donc pour en parler simplement, on va faire la distinction entre deux choses, le voyage dans le futur et le voyage dans le passé. Parce que c'est différent. Le voyage dans le futur, c'est possible et c'est pas très compliqué théoriquement. Vous pouvez par exemple vous déplacer très très vite. Ça, c'est la relativité restreinte. Donc par exemple, si vous vous déplacez à 80% de la vitesse de la lumière, le temps sera dilaté de 60%. Ça signifie donc si vous vous déplacez à 80% de la lumière, chaque 6 ans qui se passe pour vous, il se passe 10 ans pour ceux qui ne se déplacent pas. Techniquement, c'est un voyage dans le futur qui est déjà plus intéressant que se déplacer à pied, mais pour aller 20 ans dans le futur, il faut quand même voyager à 80% de la vitesse de la lumière pendant 12 ans. Donc ça pue. Une autre possibilité est de voyager autour d'une très 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 grosse masse, on va dire un trou noir par exemple, afin que les effets gravitationnels soient tels que votre temps semble vraiment ralenti pour un observateur extérieur. Explique quand même pourquoi ça pue. Cette méthode n'est pas nécessairement celle que je préconiserais, car malgré tout ce que vous pouvez entendre ou lire ou voir sur les trous noirs et sur ce qui se passe quand on approche d'un trou noir, parce qu'on voit, on entend et on lit de ces conneries, sérieusement, le premier problème quand on approche d'un trou noir, c'est qu'il y a une forte gravitation. Une forte gravitation, ça veut dire que vous pesez beaucoup plus lourd que sur Terre. Non seulement ça, mais à l'approche d'un trou noir, il faut aussi tenir compte du fait que les écarts gravitationnels sont tels que si vous vous présentez verticalement avec vos pieds dirigés vers le trou noir, vos pieds sont beaucoup plus attirés vers le trou noir que votre tête. Ce qui fait que vous êtes complètement étiré et vous finissez par être disloqué dans d'atroces souffrances. Mais avec une horloge qui tourne moins vite que les autres. Donc ça pue. Par ailleurs, il n'y a aucune méthode connue qui permette de voyager dans le passé.
Donc la question du voyage dans le temps, c'est plus une question de voyage dans le passé qu'une question de voyage dans le futur. Mais quand même. D'accord, donc pour être précis, le voyage dans le temps, c'est la question de pouvoir voyager dans le passé ou de voyager simplement et rapidement dans le futur. Ok ? Avant de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour voyager dans le temps, on va déjà voir s'il n'y a pas des problèmes insurmontables au fait de voyager dans le temps. Parce que s'il y a un problème insurmontable au fait de voyager dans le temps, ça signifie que c'est pas possible de voyager dans le temps, et donc c'est pas la peine de chercher une méthode pour voyager dans le temps. T'entends ? Et sans surprise, en tout cas pour ceux qui ont vu l'épisode sur la flèche du temps, le premier et le plus gros frein au voyage dans le temps, ça va être le principe de causalité. Principe de causalité, je rappelle, c'est-à-dire qu'une cause arrive toujours avant ses effets, et un effet ne peut jamais rétroagir sur sa cause. C'est le principe de causalité, quoi. Pour trouver des problèmes qui peuvent plus ou moins être insurmontables au voyage dans le temps, rien de tel qu'un bon vieux paradoxe temporel. En matière de paradoxe temporel, il y en a deux qui sont vraiment des gros classiques. Deux plus des variantes, on va y venir. On a d'abord le paradoxe du grand-père. Vous imaginez, vous voyagez dans le passé et vous tuez votre grand-père avant qu'il ait pu concevoir votre parent. Donc du coup, vous ne pouvez pas naître. Et si vous ne pouvez pas naître, vous ne pouvez pas voyager dans le passé pour tuer votre grand-père. Donc il ne meurt pas. Donc vous pouvez naître. Et si vous pouvez naître, vous pouvez passer dans le passé pour tuer votre grand-père, etc. Voilà. Paradoxe. Juste une petite parenthèse sur la notion de paradoxe, parce que je lis beaucoup de choses, n'importe quoi sur les paradoxes. Un paradoxe, c'est pas juste un truc qui semble pas possible, ou un truc qui est curieux ou qui est étonnant. Un paradoxe, c'est quelque chose qui globalement dit tout et son contraire. C'est quelque chose qui dit que quelque chose n'est pas possible, mais qui dans le même temps dit que cette chose est possible. C'est un paradoxe. Un paradoxe, voilà. C'est pas juste « oh là là, c'est incroyable ». C'est pas un paradoxe. Le deuxième paradoxe temporel est celui dit de l'écrivain. Vous voyagez dans le passé, vous rencontrez William Shakespeare quand il a 15 ans, et vous lui donnez Hamlet. Vous dites, voilà, tu vois, ça va être un carton, éclate-toi. Donc du coup, William Shakespeare sort Hamlet, Hamlet est un carton phénoménal qui devient un grand classique, ce grand classique atterrit dans votre bibliothèque, puis vous voyagez dans le temps pour le filer à Shakespeare. Et là, le paradoxe. Qui a écrit Hamlet ? On serait tenté de dire que c'est Shakespeare, sauf que Shakespeare l'a reçu de vos mains. Alors vous allez me dire, oui, mais vous l'aviez d'un bouquin écrit par Shakespeare. Non, vous l'aviez peut-être d'un bouquin que Shakespeare avait reçu de vos mains. Paradoxe. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, il existe plusieurs variations à ces paradoxes temporels. Par exemple, imaginez que votre grand-père a été assassiné quand vous étiez petit enfant. Donc vous allez dans le passé pour tuer l'assassin de votre grand-père. Surtout en ce moment, on le répétera jamais assez. Tuer, c'est mal. Donc là, bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche d'exister, puisque de toute façon, vous étiez déjà là quand il a été assassiné. Donc ça change rien. C'est juste que maintenant, vous allez pouvoir vivre votre vie, votre grand-père, etc. Enfin voilà, c'est chouette. C'est chouette, oui, sauf que vous n'avez pas de raison d'aller dans le passé pour le sauver. Donc vous n'allez pas dans le passé pour le sauver, donc vous ne le sauvez pas, donc il est bel et bien assassiné. Paradoxe. Autre variation sur le même thème, vous allez dans le passé pour vous tuer vous-même. Est-ce que juridiquement, c'est un suicide ? Là, du coup, vous vous tuez vous-même, donc vous ne pouvez pas vivre suffisamment vieux pour aller dans le passé pour vous tuer vous-même, donc vous ne vous tuez pas, donc vous pouvez vivre suffisamment vieux, enfin... Paradoxe. Mais il y a aussi des variantes sur le paradoxe de l'écrivain. Imaginons que, voilà, vous avez décidé que vous allez consacrer votre vie à fabriquer une machine à voyager dans le temps. Voilà, vous passez votre vie à fabriquer cette machine, etc. Ce qui fait que, bilan, quand vous avez finalement fabriqué cette machine, vous êtes vieux. Oui, vous êtes vieux. Et comme vous avez passé tout votre temps à faire ce truc-là et que vous n'avez pas profité de la vie, vous décidez d'aller dans le passé pour vous refiler la machine à voyager dans le temps quand vous êtes jeune. Donc là, vous avez compris, on est dans le même cas de figure que pour Hamlet, c'est-à-dire, au final, qui est-ce qui a fabriqué cette machine à voyager dans le temps. Avec en plus une subtilité, qui est que si une fois que vous êtes vieux et que vous vous êtes éclaté, etc., vous avez eu votre machine à voyager dans le temps, donc vous avez joué avec la bourse, avec le loto, avec tout ça, vraiment, on fait plaisir. Si une fois vieux, vous décidez de ne pas aller dans le passé pour vous refiler la machine à voyager dans le temps. Là, c'est encore un paradoxe de plus, parce que du coup, c'est-à-dire que vous aurez voyagé dans le temps toute votre vie sur une machine à voyager dans le temps que vous étiez passé, alors que vous l'aviez fabriquée quand vous étiez plus jeune dans la fois d'avant, sauf que là, du coup, vous n'aurez pas reçu, étant jeune, la machine à voyager dans le temps, et donc du coup, vous n'aurez pas pu faire tout ça. Bref, les paradoxes temporels, c'est un peu une tannée, et c'est pas pour rien si quasiment tous les films qui parlent de voyage dans le temps se viandent, à un moment donné, sur ces écueils-là. C'est logique, parce que c'est des paradoxes, quoi. C'est compliqué. Sauf bien sûr Time Cop. Mais du coup, ces paradoxes, est-ce qu'ils peuvent être résolus ou est-ce qu'ils peuvent pas être résolus? Parce que s'ils peuvent pas être résolus, on est d'accord, c'est pas la peine de chercher un moyen de voyager dans le temps.
peut pas les résoudre, on peut pas les résoudre. Si on peut les résoudre, par contre, là, on se prendra 2-3 minutes pour chercher peut-être des trucs. Étant entendu que les solutions à ces paradoxes doivent bien sûr respecter le principe de causalité. La première méthode est celle de différentes lignes d'espace-temps, mais on va la simplifier en l'appelant celle des univers parallèles. C'est la méthode qu'on trouve dans Retour vers le futur. C'est-à-dire l'idée étant que chaque modification que vous faites du passé crée un nouveau continuum espace-temps, comme si ça crée un nouvel univers, dans lequel les événements vont se dérouler naturellement. Ce que ça signifie, c'est que si vous allez dans le passé pour tuer votre grand-père, vous existerez quand même toujours dans votre univers d'origine, et votre grand-père n'aura jamais été assassiné par vous dans votre univers d'origine, mais il sera assassiné par quelqu'un que les gens ne connaissent pas dans un autre univers alternatif qui va être créé, et dans lequel donc vous ne viendrez pas au monde, puisque vous avez tué votre grand-père. Mais c'est un autre univers. Voilà, donc le vous qui voyage dans le passé se rappellera de votre grand-père, et voilà, et puis l'autre univers, c'est un autre univers. De la même manière, si vous refilez Hamlet à William Shakespeare, en fait, le Hamlet que vous avez aura été créé par William Shakespeare de votre univers, et William Shakespeare aura sorti un Hamlet dans un autre univers qui aura été écrit par un mec qui lui avait refilé. Vous l'avez compris, cette hypothèse ressemble furieusement au multivers à fourche, celui dans lequel chaque fois qu'une particule peut avoir deux états différents, un univers secret pour chaque état possible de cette particule. Et c'est pas pour rien en fait que ça y ressemble, et c'est pas pour rien qu'on aime bien cette méthode-là. C'est parce que c'est la méthode la plus simple pour résoudre absolument tous les paradoxes temporels. Parce que par construction, ça résout tous les paradoxes temporels. Ça résout tous les paradoxes temporels évidemment par construction, puisque ça a été construit pour. C'est-à-dire qu'on a pris comme cause le fait de voyager dans le passé, et en fait tous les effets se passent dans un autre univers, donc aucun des effets ne peut agir sur cette cause-là. Parce que c'est le problème de voyager dans le passé, c'est qu'on pourrait avoir un effet qui est antérieur à la cause. Et donc il pourrait rétroagir sur la cause. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est la méthode des univers parallèles. Ça marche bien. Mais c'est des univers parallèles. Notamment, ce que ça signifie, c'est que si vous comptiez voyager dans le passé un jour pour refiler à votre moi plus jeune tous les numéros gagnants du loto pour les 20 années qui viendraient, en fait, vous allez les refiler à quelqu'un qui est exactement comme vous, mais qui vit dans un autre univers. Vous, ça changera rien. La deuxième méthode de résolution du paradoxe temporel est celle dite de la prédestination, et que moi j'appelle plus souvent celle de « ça a toujours été le cas, putain ». Parce que ça a toujours été le cas, putain. Son principe est le suivant. Ce qui s'est passé, c'est toujours passé. C'est tout. Oui, ça fait léger comme ça, mais c'est pas aussi con que ça en a l'air. L'idée, c'est que si vous voyagez dans le passé pour tuer votre grand-père, vous avez toujours voyagé dans le passé pour tuer votre grand-père. Ça a toujours été le cas. Et si vous êtes né, c'est que en fait votre grand-père n'était pas votre grand-mère vous a caché des trucs, je ne sais pas. Il y a toujours une solution quelque part, une embrouille qui fait que ça a quand même pu se passer, mais si vous allez dans le passé pour tuer votre grand-père, vous êtes toujours allé dans le passé pour tuer votre grand-père. Ça a toujours été le cas, putain. Ça marche bien, mais ça marche pas. C'est super plaisant comme solution, effectivement, parce que ça permet d'avoir une seule ligne de temps, dans laquelle effectivement on peut rien changer en fait. Il y a un côté un petit peu justement de prédestination, de fatalité, de destinée, de ce que vous voulez, qui fait que quoi qu'il arrive, de toute façon, les mêmes causes ayant toujours les mêmes effets, l'univers il se passe toujours exactement la même chose. Le fait que vous voyagez dans le passé n'y change rien. Ça a toujours été le cas. Putain. Oui, donc ça marche pas parce que ça ne marche pas parce que ça ne résout pas les paradoxes. Ça résout vite fait le paradoxe du grand-père. On peut même imaginer que quand vous allez dans le passé pour tuer l'assassin de votre grand-père, en fait, vous vous êtes trompé d'assassin et qu'il a été assassiné quand même par quelqu'un d'autre, mais vous l'avez jamais su. Vous avez toujours pensé que c'était la personne que vous assassiniez. Donc du coup, ça ne change rien. Mais surtout, pour rester sur le paradoxe du grand-père et ses variations, ça ne marche pas si vous allez dans le passé pour vous tuer. Point. Voilà, parce que si vous voyagez dans le passé pour vous tuer et que vous arrivez à vous tuer, de fait, voilà, vous êtes mort. Donc il n'y a pas moyen que plus tard vous alliez dans le passé. Donc, le paradoxe reste entier. Et pour le paradoxe de l'écrivain, c'est encore pire. C'est encore pire parce que si vous avez toujours été dans le passé pour refiler Hamlet à Shakespeare, ça veut dire que Shakespeare n'a jamais écrit Hamlet. Donc là, il y a un vrai paradoxe. Mais qui a écrit Hamlet? C'est pas la peine de me mettre dans les commentaires que c'est le nombre pi qui a écrit Hamlet. Même si c'est un super commentaire. Ensuite, il y a une troisième théorie qui n'est pas vraiment une théorie, on va le voir, mais qui est quand même intéressante, donc je vais en parler. C'est celle dite des lignes de temps individuelles. Oui, c'est moi qui ai inventé ce nom-là. Il y a certainement un nom pour ce truc-là, mais je ne l'ai pas trouvé, donc voilà, j'ai inventé ça. Ligne de temps individuelle. L'idée est la suivante. Si vous voyagez dans le passé, que ce soit pour tuer votre grand-père, l'assassin de votre grand-père, vous-même, ou pour filer Hamlet à Shakespeare, ou quoi que ce soit,
Ce que vous faites dans le passé se trouve dans votre futur à vous. Si vous avez une montre bracelet sur laquelle il est marqué qu'il est 13 h, que vous allez dans le passé, une minute après, il y aura marqué 13h01 sur votre montre bracelet. C'est votre futur à vous. Et de la même manière, votre grand-père, que vous allez donc tuer dans le passé, lui, il mourra dans son futur à lui. S'il est 15h50 sur sa montre bracelet une minute avant de se faire tuer, il est 15h51 quand il se fait tuer. Donc on n'altère jamais le passé de qui que ce soit, on n'altère que son futur, donc ça ne pose aucun problème au principe de causalité. Sauf que ça c'est plus un raisonnement philosophique, qui n'est pas du tout inintéressant, mais le fait est qu'en altérant le futur du grand-père, on altère le passé de celui qui doit aller plus tard dans le passé pour tuer son grand-père. Donc, de fait, on peut pas lever le paradoxe aussi simplement que ça. Ça ne résout rien. Cette méthode-là ne résout rien. Alors ça ne résout rien sauf dans le cas de la quatrième théorie, qui ressemble un petit peu à la théorie des univers parallèles, mais qui est encore plus simple. C'est la théorie de l'univers dual. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple parce que vous allez vous rendre compte que pour lever ces paradoxes, on a besoin simplement d'avoir deux univers. Deux univers, quel que soit le paradoxe, en effet. Vous imaginez, vous allez dans le passé pour tuer votre grand-père. Votre grand-père n'existe pas, donc vous n'existez pas, donc vous ne pouvez pas aller dans le passé pour tuer votre grand-père, donc il existe, donc vous naissez, donc vous pouvez aller dans le passé pour tuer votre grand-père. On va schématiser pour que ce soit plus clair. Votre grand-père existe, il est dans l'univers A. Plus tard, vous existez dans ce même univers A. Vous allez dans le passé pour le tuer. Au moment où vous le tuez, votre grand-père n'existe plus, on est dans l'univers B. Dans cet univers B, vous n'existez pas, puisque votre grand-père est mort, et donc vous ne pouvez pas aller dans le passé pour tuer votre grand-père. Donc du coup, votre grand-père existe à nouveau, dans l'univers A. Et la boucle est bouclée. De la même manière, William Shakespeare écrit Hamlet dans l'univers A. Plus tard, vous avez le bouquin, vous voyagez dans le passé pour lui refiler le bouquin, donc il ne l'a pas écrit, on est maintenant dans l'univers B. Et à partir de là, on va boucler dans l'univers B. Puisqu'à chaque fois, vous allez avoir le bouquin qu'il n'a pas écrit, que vous allez lui refiler. Et on reste dans l'univers B. Deux univers et pas plus. Et ça c'est cool. Et même le cas extrême où vous allez dans le passé pour vous tuer vous-même. Vous existez dans l'univers A. Ensuite, vous allez dans le passé pour vous tuer vous-même. Donc vous n'existez plus, vous êtes dans l'univers B. Donc si vous n'existez plus, vous n'allez pas dans le passé pour vous tuer, donc vous existez à nouveau dans l'univers A. Et voilà. Et cette théorie est encore plus simple que celle des univers parallèles. Maintenant, savoir si elle est valide ou pas, c'est une autre question. Donc il est possible de lever ces paradoxes. Et s'il est possible de lever ces paradoxes, ça vaut le coup de prendre 5 minutes à essayer de trouver comment est-ce qu'on peut voyager dans le temps. Concernant le voyage dans le temps à proprement parler, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas 1000 méthodes. Il n'y en a que très peu. Et globalement, elles tournent toutes autour de la gravitation. Comme dans Interstellar, dont je ne vais pas parler maintenant, on s'en fout. En 1949, Kurt Gödel vit à Princeton, c'est un voisin d'Einstein, et il réfléchit à trouver des solutions aux équations de la relativité générale. Oui, on en parlera de Gödel. Pas maintenant, on en parlera. Et dans cette solution que trouve Gödel, il est possible qu'il y ait des boucles temporelles. Et donc que le temps ne soit pas que linéaire, mais qu'il y ait vraiment des boucles temporelles. Ça présuppose que l'univers tourne sur lui-même très très vite. Et qu'il déforme suffisamment l'espace-temps pour qu'on arrive à un moment donné où il y a une boucle temporelle. Voilà. C'est un truc qui gonfle passablement Einstein parce que pour lui, il n'y a pas de voyage dans le temps possible, il n'y a pas de boucle temporelle, c'est niette quoi. Et ça fait marrer Gödel. Parce que Gödel, visiblement, c'était un grand déconneur. Ouais. Alors c'est une solution qui est hyper velue mathématiquement, qui fait intervenir des inversions de cônes de lumière, qui provoquent justement des boucles temporelles. Alors même si je parle pas de Gödel tout de suite, on va quand même préciser que Gödel, c'est un des mathématiciens les plus perchés du XXe siècle. C'est un mec, personne ne pige rien à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Bon, ok, il y a quelques mecs qui pigent, mais c'est super compliqué. A noter quand même que cette solution ne permet que le voyage dans le passé, pas le voyage dans le futur. Enfin, pas le voyage dans le futur autrement qu'en voyageant très très vite, ce dont on a parlé plus haut. Et d'ailleurs, le voyage dans le passé se fait de la même manière, en voyageant très très vite dans le futur, jusqu'à ce qu'on ait bouclé sur son propre passé. Puisque c'est ça une boucle temporelle. C'est qu'on a toujours l'impression d'aller dans le futur, mais à un moment donné, le futur redevient le passé. Et Einstein sera très content de pouvoir observer que même si mathématiquement c'est très joli, l'univers ne tourne pas sur lui-même. Voilà. Il est en expansion, donc il n'y a pas de... Voilà. Et en effet, les images les plus récentes du fond diffus cosmologique ne laissent apparaître aucune rotation de l'univers. Donc se baser là-dessus, ça pue. La deuxième méthode consisterait à utiliser un trou noir qui tourne très très vite sur lui-même. Là, c'est un petit peu la même chose, le fait qu'il tourne très très vite sur lui-même déforme l'espace-temps de telle façon qu'on peut voir apparaître des boucles temporelles. Mais bien sûr, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est une boucle temporelle locale. Voilà, donc il faut aller à côté de ce trou noir et il faut commencer à aller suffisamment vite pour retrouver son propre passé.
Et ce sera un passé local, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas remonter 50 000 ans en arrière, a priori. Mais quand bien même ce serait possible, pour une raison que j'ignore, on ne sait jamais, tourner autour d'un trou noir, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même pas aussi con que ça a l'air dans les films. Si on est à suffisamment bonne distance, on peut effectivement orbiter autour d'un trou noir, mais voilà, si on doit arriver à un endroit tel que l'espace-temps est tellement déformé qu'il y a des boucles temporelles, il y a fort à parier que la gravitation est assez conséquente. Et il y a fort à parier que ça nous disloque complètement. Donc ça pue. Enfin, la troisième méthode dont on parle le plus régulièrement, c'est celle dite des trous de verre. Voilà. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail de ce qu'est un trou de verre. C'est comme pour les trous noirs, ça a besoin de son propre épisode. Je vais simplement rapidement dire qu'un trou de verre, c'est une déformation de l'espace-temps tel qu'un endroit de l'espace-temps entre en contact avec un autre endroit de l'espace-temps et ça crée comme un tunnel dans l'espace-temps. Voilà. Oh putain, l'approximation. Concernant les trous de verre, on ne sait pas s'ils existent. La théorie nous explique qu'ils peuvent bien exister, donc si on ne sait pas planter de théorie, ils peuvent exister, ça ne signifie pas qu'ils existent pour autant. Mais quand bien même, imaginons que vous avez un trou de verre. Alors effectivement, ce trou de verre ne vous amène pas à un autre endroit de l'espace, il vous emmène à un autre endroit de l'espace-temps. Donc potentiellement, vous pouvez prendre un trou de verre qui va vous amener au voisinage d'Aldébaran en 1979. Et j'aime autant mieux vous dire que 79, c'était une année pourrie à côté d'Aldébaran. Aucun intérêt. Voilà. Mais du coup, c'est chaud pour aller tuer votre grand-père, parce que ça fait une trotte. Si toutefois vous ne souhaitez pas utiliser un trou de verre au niveau astronomique ou cosmologique, mais que vous souhaitez utiliser un trou de verre au niveau quantique, ça pose d'autres problèmes. D'abord, un trou de verre quantique, c'est-à-dire que même si, en théorie, on est assez convaincu du fait qu'ils existent, on n'en sait rien. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas comment fabriquer un trou de verre au niveau quantique. Enfin, disons que théoriquement, il faudrait une quantité assez conséquente d'énergie négative. Et l'énergie négative, on ne sait pas bien ce que c'est compliqué. Bordel, tout ça. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'un trou de verre au niveau quantique, si ça existe, ça se crée, ça s'effondre quasi instantanément, donc on ne sait pas comment faire pour l'empêcher de s'effondrer. Et enfin, dernier point, pour pouvoir passer au travers, il faudrait déjà pouvoir concilier la gravitation et la mécanique quantique, ce qui n'est pas fait encore. Ça, c'est le but que s'est donné la théorie des cordes. Et on va pas se mentir, la théorie des cordes, c'est le best candidat pour résoudre ce problème-là, parce que la théorie des cordes, c'est le seul candidat pour résoudre ce problème-là. Donc, c'est pas fait du tout, quoi. Oui, bah, ça, on aurait pu gagner du temps et dire dès le début, voilà, voyager dans le temps, ça pue, quoi. Ceci étant, même si on était capable de voyager dans le temps, ça pose quand même encore quelques problèmes techniques. Je veux dire, je vais prendre quelques exemples. C'est si, voilà, moi je décide de voyager un mois dans le passé, pile. J'arrive où? Et oui, c'est parce que ce qui se passe, c'est que dans l'espace, il n'y a pas un seul point fixe. Tout bouge, tout tourne par rapport à tout. Donc, effectivement, il y a un mois, j'arrive où, quoi? En admettant que j'arrive à figer un point de l'espace, voilà, et j'arrive au même endroit. Bah, il y a un mois, la Terre n'était pas là. Il y a un mois, la Terre, elle était plus loin sur son orbite autour du Soleil. Donc j'arrive et voilà. Bon, ceci dit, c'est probablement un problème qu'on peut résoudre. Si on est capable d'avoir une machine qui puisse nous dire, voilà, on va arriver à tel point du temps, on doit être capable aussi de dire, on va arriver à tel endroit de l'espace. Voilà. Ce qui pose la question de la téléportation, qui est une autre question. Ensuite, voilà, pareil, je voyage un mois dans le passé, j'arrive exactement au même endroit, donc j'arrive dans un endroit qui n'est pas vide. Là, je veux pas simplement dire que peut-être il y a un mois pile, j'étais déjà là et qu'en arrivant, j'allais m'exploser. C'est pas ça. Même si j'étais pas là, même si j'avais prévu le coup, même si l'appartement était parfaitement vide, il y a de l'air quand même. Donc mes molécules vont arriver dans un espace qui est occupé par des molécules d'air. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui gagne plutôt que l'air? Et qu'on soit clair, c'est-à-dire que même si on avait prévu complètement de faire un vide absolument total, d'abord ça n'existe probablement pas. Et ensuite, il faudra m'expliquer à quoi ça sert de pouvoir voyager dans le temps s'il faut prévoir que le point d'arrivée, on fait le vide total. Question, quoi. Même si techniquement, ce serait quand même impressionnant. Mais effectivement, c'est-à-dire que si on arrive, il n'y a pas rien. Donc, il y a des collisions, il y a des choses. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Dernier point, mais pas des moindres, si je voyage un mois dans le passé, toujours, pile, j'arrive au même endroit, il n'y a rien qui change. Les molécules que je porte maintenant disparaissent de l'univers présent et s'additionnent dans l'univers passé.
Donc en quoi est-ce que j'ai pas fait disparaître de l'énergie de l'univers présent, ce qui en théorie n'est pas possible, et en quoi est-ce que j'ai pas créé de l'énergie ex nihilo dans l'univers d'il y a un mois, ce qui n'est pas possible. Voilà, désolé pour cette conclusion, hein, oui, mais effectivement, voyager dans le temps, ça pue. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Alors, petite annonce, voilà, cet épisode sera le dernier de la chaîne Y Penser. À partir de maintenant, il n'y aura plus que des épisodes Breaking Balls. Je déconne, évidemment que je déconne, je vais pas arrêter les épisodes. Voilà, donc, Y Penser, ça reste des épisodes classiques, ça reste la preuve par Dieu, ça reste des quickies. Je dis ça parce que je sens comme une inquiétude qui croît au sein de la communauté. Et voilà, je voulais être clair là-dessus. Voilà. Donc, ceux qui parlent d'anciens formats, c'est pas des anciens formats, ce sont des formats courants. Breaking Ball, c'est une mini-série qui est hors série sur la chaîne Y Penser. Puis je me suis pas foutu de votre gueule, c'est une mini-série en plus des épisodes classiques. Voilà, Breaking Ball, pour moi, c'était l'opportunité de bosser avec les gars du French Ball, que j'aime beaucoup et que je suis pas le seul à aimer. L'idée, c'était que la théorie des balls, qui est, à ma connaissance, la seule série web à parler de science de façon pas débile, c'est-à-dire pas en utilisant des subterfuges du style « bon bah il y a qu'à inverser la polarité et puis voilà ». Donc on en avait discuté avec Slim et avec François Descraques, qui avec Raphaël Descraques sont les créateurs de la théorie des balls, et on avait évoqué cette possibilité que je fasse une chronique où pour chaque épisode de la théorie des balls, je ferai un épisode où je validerai ou pas les théories scientifiques qui y sont discutées. Et avec Baptiste, on s'est éclaté à le faire, voilà, donc on espère quand même que ça plaît à un maximum de gens, mais voilà, si ça vous plaît pas, j'en suis désolé, mais vous inquiétez pas, je veux dire, les autres épisodes continuent d'exister, ça ne change pas. Ceci étant, il y a quand même deux points que je voudrais clarifier. Le premier, c'est que il n'y a aucune opération commerciale là-dessus, il s'agit pas de publicité ni de déguisé ou pas, la seule chose que je peux en dire, c'est que moi, la théorie des balls, j'aime et que je vous conseille d'aller la voir, donc si vous appelez ça de la publicité, ok, c'est de la publicité, mais dans ce cas, dans ma première FAQ, je vous avais parlé de 45 bouquins, bon bah j'ai fait de la pub pour 45 bouquins, alors voilà. Mais voilà, c'est pas une opération commerciale, je n'ai pas signé de contrat avec qui que ce soit, c'est pas une commande, c'est juste un plaisir que je me fais. Et le deuxième point que je voudrais clarifier, là pour le coup, qui est un peu plus sérieux et qui pose plus de problèmes, c'est que, voilà, je veux dire, on fait des vidéos sur le web aussi pour expérimenter, pour faire des nouvelles choses, pour essayer des nouveaux formats, pour essayer des choses. Quand on veut bosser dans un cadre qui est parfaitement rigide et parfaitement cloisonné et codifié, on fait de la télévision. Ça marche très bien la télévision. J'ai rien contre la télévision, hein. Je regarde la télévision, mais ça c'est pour la télévision. Le web c'est fait pour tenter des choses. Donc voilà, je préfère vous annoncer tout de suite, je continuerai de tenter des choses. Les quickies, pour l'instant, il y en a eu que 4, parce que le quickie est un format jeune sur la chaîne. C'était une expérience. Ça se passe plutôt bien, donc je continue. Voilà. Mais si on prend la mini-série que je vais faire sur Tesla et la mini-série que je vais faire sur Sommes-nous seuls dans l'univers, que j'ai annoncé dans la dernière FAQ, ce sont des nouveaux formats qui seront différents. Je ne sais pas encore comment ils seront différents, je ne sais pas si ce sera un autre décor, si ce sera avec des gens, si ce sera... Je ne sais pas encore précisément. Mais ce sera un autre format. On va continuer d'innover, on va continuer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer le concept, trouver des nouvelles idées, etc. C'est parce que c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur le web. C'est pour avoir cette liberté-là. Mais, rassurez-vous, les épisodes classiques, les La Preuve par Vieux et les quickies continueront. Tant que j'aurai des choses à dire sur ces sujets, voilà, ça continuera. Ceci clôt le débat et j'espère que ça a rassuré ceux qui avaient besoin d'être rassurés. Parce que je les sentais vraiment inquiets, quoi. Et ça commençait à m'inquiéter moi aussi. Autre chose, parce que je sais qu'on va me demander, pourquoi est-ce que j'ai pas parlé du voyage dans le temps au cinéma? Alors pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que je pense que ça ferait l'objet d'un épisode à part entière. Et la deuxième raison, c'est parce que je pense que cet épisode trouverait bien sa place sur la chaîne du Fossoyeur de film, présenté par les Fossoyeurs de film. En neuromarketing, ce que je viens de faire, ça s'appelle une suggestion. Ok François? Ceci étant, je vais quand même parler du problème que pose Superman, le tout premier. À la fin du premier Superman, il se passe un truc que beaucoup de gens ont mal compris. Et il faut que je clarifie la chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à la fin du premier Superman, Superman tourne très vite autour de la Terre, en sens inverse, pour faire tourner la Terre dans l'autre sens. Et ce faisant, fait remonter le temps. C'est complètement débile. C'est pas du tout ça qui se passe. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe, c'est que Superman se met à tourner très très vite, et il tourne tellement vite qu'il fait se remonter le temps, et que comme le temps remonte, bah, la Terre tourne dans l'autre sens. C'est ça qui se passe.
Je prétends absolument pas que c'est moins débile. Je dis juste que c'est ça qui se passe. Un grand merci à tous les keepers qui sont devenus complètement fous. Voilà, vous êtes fous. C'est incroyable. Merci. Comme d'habitude, blablabla, vous le savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager sur Twitter, sur Facebook, vous pouvez partager à tous vos amis. Vous pouvez aussi le partager sur Google+. On m'a signalé que je parlais pas assez de Google+. Pour des raisons que j'ignore, c'est vrai que j'y pensais pas, parce qu'il n'y a personne. Donc voilà, vous pouvez partager à tous vos amis si ça vous a plu. Si ça vous a plu, pareil, pouce bleu. Si ça vous a pas plu, pouce rouge. Voilà, si ça vous a pas plu, vous faites comme pour Breaking Balls. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et bien sûr, d'ici là, restez curieux et prenez le temps d'y penser.